Eh bien, on démarre. Donc, bonjour à tous, merci d'être ici pour cet atelier pour les rencontres du PMI. Aujourd'hui, donc notre atelier va concerner la planification dans la transformation continue du spatial européen. En fait, il y a eu pas mal d'informations, pas mal d'ateliers sur l'IA, sur des pourcentages de productivité, sur plein de choses. Nous, on ne va pas parler de ça. On va parler côté transformation, avec un cas concret, parce que ceux qui sont arrivés un petit peu en avance ont vu la préparation. On est en duplex depuis Kourou. Donc, comme pour toutes les réunions, et ça, vous le savez, il faut un certain délai pour que ça me fonctionne. Donc ça, c'est logique, ça marche. Et non, ça bouge pas. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un retour d'expérience, un cas concret sur ce qui se passe sur la base de Kourou, qui est quand même le centre spatial guyanais, mais aussi le European Space Center, parce que c'est là où se font les différents décollages non habités pour le spatial européen. Donc, liaison futuroscope centre spatial, avec, je les laisserai se présenter quand ils prendront la main, donc Jérémy Fléchard et Yann Mornay, directement à partir du centre pour vous expliquer, parce que eux le vivent tous les jours et ils sont en train de le faire, donc c'est un résultat concret, un retour d'expérience. Et avant ça, c'est déjà de se présenter et de voir à peu près pourquoi on est là et pourquoi on fait cet atelier. Donc, je m'appelle Loïc Chang et je suis responsable management de programme. L'idée qui est derrière, sans faire tout le CV, c'est j'ai eu plusieurs expériences. Ça fait plus de 22 ans que je fais du management de projet. C'est de voir, alors, aux rencontres du PMI, on en est tous convaincus, que c'est un métier à part entière. Qu'on peut venir sur différents secteurs, alors à condition d'avoir, on va dire, un esprit ingénieur, de s'intéresser à ce qu'on fait, aux produits, au système, à l'infrastructure, et pas de rester derrière son écran à faire des tableaux de bord, que ce soit du Smartsheet, du PlanView. J'essaye de dire tout le monde, c'est un peu dire trois marques pour pas être embêté par la SACEM, donc Planisware, et notamment donc depuis 2018, une expérience dans le spatial sur les différents projets, dont Ariane 6, et justement ce renouveau du spatial européen. Et sur ces éléments-là, donc c'est vous rappeler quelques éléments de contexte. Hop. Et donc, parce que tout le monde n'est pas au courant de toutes les activités et le contexte, et donc le contexte, en très résumé, c'est quoi? C'est 2015, donc on est sur Ariane 5, qui a déjà bien vécu, qui est à son pic, qui fonctionne bien. C'est limite un autre monde, hein. Ça fait que 10 ans, mais 10-11 ans, mais c'est quasi un autre monde. Et donc, il y a déjà, évidemment, le déploiement d'Ariane 6 pour prendre la relève, pour avoir quelque chose d'aussi robuste, parce que c'est quand même très robuste, c'est très fiable, c'est ce qui a fait le succès d'Ariane 5. Mais il y a quand même pas mal de technologies, même si, bien évidemment, le Ariane 5 de 96, qui est son premier vol, est bien différent du Ariane 5 2015. Mais là, vraiment, partir sur quelque chose de nouveau. Il y a une offre de service, donc ils vont vous en parler plus particulièrement, mais Ariane 6, c'est vraiment un gros lanceur, c'est peut-être un peu la Rolls-Royce pour certains satellites, donc il faut des trucs un peu plus petits. Donc, VLAC, c'est une offre, pas de souci. On prévoit de le faire. Alors, à l'époque, il y avait aussi Soyouz, mais bon, il y a eu un petit peu Russie-Ukraine qu'on voit après, donc du coup, il n'y a plus ça. En tout cas, du centre spatial de Guyane. Et est arrivé SpaceX avec une autre façon de faire, une autre culture, et qui ont un peu ébranlé un peu tout le truc. Donc, il y a ça, son Starlink qui est mis en place assez rapidement. Évidemment, la transformation était déjà en cours, mais il faut accélérer. Et là, Covid, voilà. Quand vous n'avez pas le droit de vous retrouver, lancer une fusée, c'est un peu chaud. Donc, il faut revoir les choses, on revoit certains trucs. On reprend de plus belle avec un gros succès qui est James Webb, lancé à Noël et tout, mais qui montre que
c'est toujours efficient, qu'il y a toujours un marché, qu'il y a toujours des prouesses techniques. Mais là, maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure parce que, un peu comme dans l'intro de Tolkien, le monde a changé. Donc, on ne peut plus parler de la même façon. Et donc, des développements, du Vega, du Ariane 6, des événements géopolitiques où la Russie ne fait plus partie de la base spatiale, en tout cas pour Soyouz. Et l'Ariane 6 avec ce choc des cultures en intro qui est, on a SpaceX, le crash and retry, c'est magique, la fusée explose, tout est, il a pollué je sais pas quoi et c'est un succès sur YouTube. Et c'est un succès parce qu'ils ont cette mentalité. Ils vont faire du retour d'expérience, c'est documenté et ils recommencent. C'est pas la mentalité européenne, peu importe. Donc nous, il faut que ça marche du premier coup. Et ben là, Ariane 6, depuis juillet 2024, on est reparti en même temps que d'autres offres que vont vous présenter les Courrouciens. Donc là, c'était pour remettre du contexte. Et là, actuellement, et évidemment, ça a commencé avant, on est en pleine transformation. On va parler données, architecture d'entreprise, mais il y a aussi une évolution sur des nouveaux bâtiments au centre spatial, des nouveaux ajustements, des upgrades d'installation, tout un tas de choses pour présenter cette transformation. Donc le PowerPoint s'endort toujours aussi vite. Voilà. Et donc les défis, c'est souveraineté, parce que évidemment, dans le contexte actuel, il faut pouvoir toujours envoyer des satellites qui vont regarder, voilà, qui vont surveiller des choses, etc. Mais aussi une compétitivité. Parce que le quoi qu'il en coûte, eux, c'est pas quoi qu'il en coûte, quoi. Il faut pouvoir financer les lancements, donc aussi être compétitif et avoir des contrats extérieurs. Et aussi de l'agilité, parce que maintenant, on ne répond plus à un process classique, on va répondre à plein de choses différentes pour pouvoir offrir les besoins de l'accès spatial européen. Et donc maintenant, je passe la main à Jérémy et Yann concernant justement cette transformation de la planification dans le spatial européen. Bonjour à toutes et à tous. Merci au PMI pour cette invitation. Avant d'entrer dans le sujet, donc quelques mots brièvement pour nous présenter. Je laisserai Yann rapidement se présenter individuellement, mais pour parler de nous en tant qu'équipe, nous sommes architectes d'entreprise. Donc nous intervenons depuis plusieurs années sur des programmes industriels complexes, au croisement de l'ingénierie, des opérations et des systèmes d'information. On détaillera ça notamment avec l'exemple de ce retour d'expérience. Notre métier, au fond, c'est d'aider des organisations à rendre lisible ce qu'elles font, à aligner ce qu'elles font avec ce qu'elles veulent devenir et à préparer le terrain pour des transformations tenables. Depuis plusieurs mois, moi j'interviens sur plusieurs sujets. On se répartit les sujets au sein de notre équipe et je suis intervenu sur la planification opérationnelle du centre spatial afin de préparer son futur. Et c'est ce retour d'expérience que nous allons vous présenter aujourd'hui. Yann, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour à tous et merci également pour cette invitation. Je suis architecte d'entreprise depuis 2 ans et demi, date à laquelle j'ai rejoint le CNES. Il faut que vous sachiez que l'architecture d'entreprise en tant que telle est très récente au CNES. Elle a environ 3 ans et demi et 2 ans et demi en Guyane. Donc, Jérémy et moi, en fait, nous posons les fondations de ce qui devra être un fonctionnement régulier de cette activité d'architecture d'entreprise pour les années à venir. Et nous avons effectivement un très grand nombre de sujets très variés à traiter, tant du point de vue du support des activités métiers, comment est-ce qu'on peut les aider à travailler au quotidien, jusqu'à l'accompagnement pour poser des systèmes opérationnels sur la base spatiale. On peut passer à la suite, Loïc. Donc, sur la base spatiale, historiquement, nous n'avions qu'un opérateur de lancement qui était Ariane Espace, mais depuis une décision qui a été prise lors du congrès de Séville il y a quelques années, décision a été prise de séparer Avio d'Ariane Espace, et donc maintenant nous avons 2 opérateurs de lancement. Ce qui change quand même un peu la donne sur cette base, puisque cette base spatiale doit davantage se positionner comme, on va dire, tierce partie
une partie prenante neutre qui sert de manière égale l'ensemble des opérateurs de lancement. Aujourd'hui, on en a 2 institutionnels qui sont Arianespace et Avio, et demain, on aura des micro-lanceurs au nombre de 5 qui ont été retenus par le CNES. C'est la suite. Je vais prendre celle-là. Vas-y. Et donc, là, on schématise un peu vulgairement, mais afin que vous compreniez. L'opérateur de lancement, c'est le responsable contractuel des lancements. La base appartient au CNES, mais toute l'organisation avec les lanceurs, le client satellite, est gérée par l'opérateur de lancement. Auparavant, le CNES et l'ensemble de ses sous-traitants, il faut voir ça vraiment comme un microcosme de sous-traitance et d'un grand nombre d'industriels sur la base, n'avaient qu'un seul client et donc n'avait qu'une seule façon de procéder, s'adaptant seulement à des contraintes techniques par lanceur ou par charge utile, c'est-à-dire satellite. Tu peux cliquer, voilà. Aujourd'hui, le CNES doit se positionner comme une tour de contrôle sur un aéroport de lancement spatial avec plusieurs opérateurs de lancement. Les lanceurs institutionnels, forcément, avec une grande importance, avec des satellites à grands enjeux ou beaucoup plus lourds, et les micro-lanceurs qui doivent aussi s'intégrer dans ce fonctionnement. Et on doit donc passer à une toute autre dynamique entre la relation entre le CNES et ses opérateurs de lancement. Cette diversification fait apparaître une question structurelle. C'est comment servir tout le monde sans tout rendre spécifique dans un contexte de montée en cadence où auparavant on pouvait lancer 8 à 10 fois par an avec des objectifs dans quelques années à peut-être 30 lancements. Et pour compléter ce que dit Jérémy, il y a aussi un certain nombre d'activités que l'on ne faisait pas jusqu'à présent qui devront être assumées par la base de lancement autour de la réutilisation, la récupération des tâches. Et ça, c'est ce que les micro-lanceurs vont apporter. Charge au CNES de se moderniser et d'apporter tout le support, toute l'expertise pour pouvoir accompagner ces activités. Je peux passer à la suite, voilà. Et donc, la question que l'on se pose quand on touche à quelque chose d'aussi fondamental que la planification et donc la cadence des opérations pour lancer, c'est comment transformer une fonction critique sans la fragiliser. Et donc, cette diversification va demander comment continuer à servir tout le monde sans tout rendre spécifique, mais aussi comment s'adapter à l'inconnu qu'on a sur un ensemble de fonctionnements qui se font depuis des années et qui donc ne sont pas aussi bien documentés. Le premier choix dans la démarche est de ne pas arriver avec la solution, mais bien de partir de l'existant. Avant d'imaginer le futur, nous avons besoin de le documenter. Nous avons croisé 4 regards. La stratégie du CNES sur l'avenir de la base, le processus actuel, les irritants terrains, nous allons beaucoup parler de cela parce que ça a été vraiment le point important de ce retour d'expérience, mais aussi, et c'est là où l'architecture d'entreprise apporte son expertise, la cohérence avec les autres initiatives en cours. Ce qui est intéressant, c'est la première valeur produite qui n'a pas été les recommandations. Elle a été la documentation elle-même. On a créé le miroir sur lequel on a pu regarder comment appliquer les changements nécessaires. L'architecte d'entreprise n'est donc pas une autorité de conception, mais bien un passeur. Il faut comprendre que la nature n'est pas seulement d'appliquer des méthodes, car de la posture découle la cohérence, et, très important, de la cohérence découle l'adhésion. Je peux cliquer encore une fois. Et donc, une leçon a été particulièrement marquante. Nous avons tenté d'intégrer un renfort qui ne connaissait pas le contexte métier. Ça a été très difficile pour lui comme pour nous, car la méthode à elle seule n'est pas suffisante. Les prérequis humains et contextuels sont déterminants et sur une entité et une organisation aussi ancienne qu'un centre spatial qui opère depuis plusieurs dizaines d'années, ces prérequis sont vraiment difficiles à intégrer rapidement malgré une maîtrise de la méthode. Et donc la question c'est en environnement critique, la méthode ne tient que si la posture précède. Et il faut absolument ne pas sous-estimer cet aspect de notre travail. Donc, je vais tout d'abord parler donc de l'élément de la stratégie. Toute optimisation déconnectée de la stratégie est morte-née et va créer qu'une dette technique. Il faut absolument analyser la stratégie, que ce soit celle qui est dite, que la déduire de l'ensemble des initiatives en cours, pour rendre pertinent et cohérent les solutions proposées.
La diversification des opérateurs, micro-lanceurs, l'évolution des modèles d'exploitation, chacun de ces éléments pose des questions sur la place du CNES auprès de la base et il faut que ces initiatives soient en cohérence avec cela. Les processus actuels, donc la réalité opérante. On ne parle pas des procédures, on ne parle pas juste de comment est documenté. On parle bien de quelles sont les activités réelles effectuées par, dans notre cas, les planificateurs. Et les irritants terrains, qui sont la voie du terrain. Donc on veut vraiment savoir ce qui ne fonctionne pas, mais également ce qui est important pour ceux qui sont au cœur de ces processus. Et enfin, les initiatives en cours. Donc, une recommandation qui ignore ce qui est déjà en cours va tout autant créer de la dette technique. Et donc, on doit être là à savoir qu'on est cohérent aussi bien sur l'architecture des solutions que sur leurs interfaces, afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension, d'angle mort ou même de trajectoires redondantes, créant donc des gaspillages de ressources et de temps. Donc nous avons sur cette mission plusieurs livrables. Je ne vais pas tous les détailler. Par contre, j'aimerais juste, par rapport à tout ce qu'on va vous décrire autour de cela, mettre l'accent sur un élément qui est le modèle conceptuel de données. Aujourd'hui, les données ne peuvent plus être seulement rattachées à un outil. Les données vivent d'outil en outil dans des réseaux, sont partagées, ont un cycle de vie. Et donc, ça fait partie des choses qui sont en émergence partout dans l'industrie. Il est très important de maîtriser les objets métiers et leur rattachement au système, à leur stockage, pour bien maîtriser la libération, mais aussi la protection de l'information. Et ça passe tout d'abord par savoir qu'est-ce que manipule un planificateur au quotidien en termes de données. Ici, un schéma forcément simplifié de la planification de la base, pour des raisons aussi bien de temps sur cette présentation, mais aussi de confidentialité. Je ne peux pas détailler exactement comment fonctionne la planification. Mais vous pouvez avoir par ce schéma une idée du type de planification que nous pouvons avoir entre ce qui concerne les lancements purs, avec d'abord le moyen terme sur une vision des lancements à l'année, et également les campagnes, c'est-à-dire les phases de préparation au lancement, qui concernent les lanceurs, les charges utiles et les moyens que nous utilisons notamment à la poursuite du lanceur pendant sa phase de lancement. Et la chronologie, par chronologie, il faut entendre la dernière phase avant le lancement, celle qui contient le fameux décompte. Et également toute la vie de la base, avec ses maintenances, ses travaux, qui doivent s'inscrire dans cette planification sans la ralentir, et pourtant en gardant une maîtrise technique et de la configuration appliquée à la base pour les lancements. À cela, il faut bien penser que là, j'ai mis les acteurs du CNES. Nous avons des dizaines d'acteurs pour des dizaines de milliers d'opérations réalisées pour chaque lancement. Il y a plusieurs centaines de milliers d'ordres de travaux qui sont émis chaque année. Tout ça qui doit être après manipulé par l'ensemble des parties prenantes par rapport à ce que j'ai présenté auparavant. Un exemple de livrable que nous avons produit. J'ai anonymisé forcément pour des raisons de confidentialité, mais cela permet de vous montrer une partie de la complexité, du nombre d'interfaces qu'on peut avoir, des étapes et aussi du nombre de clients que nous avons par rapport à ces planifications. Donc, nous avons attaqué un sujet qui est d'une grande complexité, qui a été rendu complexe par une hyper spécialisation par rapport au fait qu'on avait auparavant qu'un seul client. Et la question qui a émergé pendant notre étude, ça a été cette approche processus, si on le garde, on va se retrouver à devoir créer des processus spécifiques par opérateur de lancement et à perdre beaucoup d'énergie à maintenir en cohérence ces processus et à scinder les équipes entre la maîtrise de chacun de tel ou tel processus. Et donc, nous avons commencé à envisager de changer de logique, de passer d'un mode processus à un mode service. Pour cela, il faut que le CNES CSG se structure en catalogue de services. Et c'est une démarche qui existe déjà sur les autres métiers. Et donc, nous avons fait que rattacher la planification à cette démarche. Ce n'est pas seulement changer ou simplifier une démarche, mais c'est bien monter en maturité et être capable de proposer à chacun des opérateurs de lancement un seul fonctionnement commun à tout le monde, avec évidemment, pour ce qui n'est pas standardisable, quelques fonctionnements particuliers qui ne peuvent pas être rattachés aux autres. Il faut être honnête, c'est que ça élève le niveau d'exigence.
On ne peut pas exposer un service contractualisé si on ne maîtrise pas la maturité de l'ensemble des composants de ce fonctionnement. La bascule vers le service n'est pas une simplification, c'est bien une montée en maturité et c'est là tout l'enjeu de cette transformation qu'on a pu engager auprès du CNES. Je voudrais m'arrêter à mon sens sur ce qui parle le plus directement aux managers de projets présents. Quand on change de paradigme entre processus et services, on change même la nature du projet. D'abord aux parties prenantes. On négocie plus seulement avec des équipes internes, il faut bien cette fois-ci parler de comment s'accoster aux différents clients du service. Et donc dans notre cas, c'est qu'on va discuter avec les opérateurs, les partenaires et les services internes clients de cette spécification. Et donc on devient un projet d'écosystème. Deuxièmement, les livrables changent de nature. On ne livre plus juste un processus optimisé, on livre un engagement, un service exposé, un contrat. Et vous savez tous quelles difficultés il peut y avoir à définir ces contrats. Ça demande une rigueur, une stabilité dans le projet d'optimisation interne et d'être capable de maintenir au cours du temps, et quelles que soient les évolutions de personnel ou de système technique, de garder toujours ce même engagement et cette même expérience. Troisièmement, les critères de succès se déplacent. C'est plus seulement la productivité qui va compter, c'est cette fois-ci la capacité à tenir des engagements. Et donc à avoir aussi cette capacité à avoir dans les équipes, non plus une logique de je dois respecter ce qu'on me demande de faire, mais bien je dois atteindre un résultat. Et enfin, les risques changent. Puisque là, on passe d'un principal risque qui était la résistance au changement, et qui reste un des risques à piloter, puisque pareil, on parle à des gens qui font la même chose, ou en tout cas de manière très similaire, depuis des dizaines d'années, et à qui on va devoir parfois profondément changer leur façon de penser leur travail et leur identité professionnelle. Mais néanmoins, on doit ajouter à cela le risque envers la maturité. Et donc là, on va toucher des questions, adresser des questions au CNES de quelle est sa priorité et où mettre les efforts sur une transformation qui aujourd'hui dépasse le seul service de planification. Ce que je retiens et ce que je voudrais partager avec vous, c'est que être architecte du futur dans ce contexte, c'est accepter que le projet que l'on pilote n'est plus tout à fait celui pour lequel on a été formé. La discipline est la même, mais les enjeux changent fondamentalement. Avant de conclure, je voudrais être sincère sur ce qui a fonctionné et ce qui mérite d'être amélioré. Ce qui a fonctionné, c'est documenter le réel. On ne réinvente rien, c'est des choses qui sont... Donc là, on a perdu la relation avec Kourou. Je ne sais pas si tu nous entends ou pas. Nous, on ne t'entend plus. Je reprends. Allez. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup de méthodologies qui arrivent, aussi bien avec l'IA ou aussi avec des approches qui peuvent être appelées data-driven, où on dit pas besoin de passer du temps à parler avec le métier, on peut interpréter ce qu'ils font au travers d'un recueil automatisé ou semi-automatisé. On a pu expérimenter, le CNES est quand même à la pointe sur beaucoup de choses là-dessus, et aujourd'hui, documenter le réel et comprendre le réel à un point de vue humain reste fondamental. Et ça concerne également l'adhésion des irritants. Et ça, c'est si les équipes refusent ou ne comprennent pas d'où viennent les optimisations que l'on propose, elles sont vouées à l'échec. Parce qu'à la fin, c'est ceux qui vont animer ces solutions, qui vont exploiter ces solutions, qui vont en faire une réussite ou un échec, aussi bonne soit-elle intrinsèquement. Et bien sûr, c'est la robustesse de l'intégration tout court, puisque là, directement, il n'y a pas de souci de mais qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Est-ce que c'est logique avec ce que vous avez fait auparavant? Ça a été construit pour être logique avec le reste. Et donc là, nous pouvons engager ces transformations directement avec les projets en cours qui sont déjà des parties prenantes avec qui on a communiqué. En revanche, ce qui est à améliorer, c'est que toute la modélisation que l'on construit et qui est extrêmement utile à l'instant T, qu'est-ce qu'elles vont devenir dans le futur? Comment faire que ces modélisations deviennent un outil utilisé par les équipes métiers? Parce que ce n'est pas tenable que l'on soit à nous seuls, nous sommes une petite équipe de 3 personnes, responsables de la modélisation de l'ensemble des métiers de la base. Il faut bien que ces métiers deviennent des parties prenantes sur quelque chose que l'on lance, que l'on peut former, mais que eux doivent utiliser. Il y a également un grand problème de disponibilité. Ceux qui pratiquent l'agile connaissent bien ce problème-là. Il faut que le client soit disponible et que l'on puisse
avancer ensemble dessus, ne pas avoir d'effet tunnel. Et tout à fait, je l'ai évoqué, le prérequis humain et contextuel pour pouvoir, on décide, on va mettre plus de personnes. Oui, mais quel est le coût par rapport à la mise en maturité du contexte et à bien comprendre quels sont les enjeux. Et ce qui se poursuit, toutes ces transformations aujourd'hui sont en cours. On est en train de les mettre en œuvre, on est en train de passer. On va faire tous ces ateliers d'alignement avec les parties prenantes externes sur une vision consolidée du CNES. Et c'est la première fois que le CNES peut être en mesure de devenir le prescripteur d'une façon de travailler sur toute la base. Et ça, je ne parle pas que de la planification, mais bien de l'ensemble des métiers et des phases de préparation au lancement. Et bien sûr, la construction de ce catalogue qui va être un élément fondamental de la contractualisation avec les opérateurs de lancement. Tu peux passer à la suite. Et donc, si vous devez retenir 3 choses, c'est bien cette partie de cadrer avant de transformer. Il ne faut pas partir sur la solution n'est jamais bonne en elle-même. Elle n'est bonne que si elle est adoptée. Et il faut donc la concevoir en fonction de ses irritants et que toutes les décisions découlent de ses besoins pour pouvoir rester pertinentes. Articuler architecture et programme. L'architecte d'entreprise, ce n'est pas un concurrent du chef de projet. Nous nous occupons de la cohérence avec l'ensemble. Dans cette mission-là, j'ai eu un peu les 2 casquettes. Néanmoins, c'est bien dans la plupart des projets aujourd'hui du CNES, un élément important que les chefs de projet parlent avec nous pour ne pas justement se retrouver à devoir jeter la poubelle ou être en conflit sur des choses qu'ils pensaient pour acquis ou décidées en interne de leur projet. Et enfin, penser service plutôt que processus, ça reste quelque chose qui est spécifique à votre cas, mais dans de plus en plus d'industries, on le voit bien avec, par exemple, l'ubérisation de la société, ou encore bien contractualisé, on a besoin de plus en plus de penser service. Et cette transformation demande bien d'avoir les prérequis, les risques et les enjeux au bon niveau. Donc, merci Jérémy, merci Yann. Donc, avant de lancer une dernière petite vidéo pour voir le résultat, c'est-à-dire pourquoi on fait tout ça, d'avoir pu faire ce travail-là. Donc, l'architecture d'entreprise, on voit que c'est des données à mettre en œuvre pour des besoins différents, des manières de fonctionner différents. C'est indispensable. Et par exemple, en cas concret en planification, une structure pas pensée comme elle a été faite, ça aurait été... Ils utilisent, et en plus ils sont là, ils utilisent Planisware, on planifie des activités. Il peut y avoir, comme il a dit, des dizaines de milliers, c'est-à-dire sur du planning projet, où on va regarder les lancements, où on va caler les maintenances pour ne pas les faire pendant le lancement. Parce que bon, il y a Thierry, machin, ou Raymond, pour pas dire Raymond Boyce, Raymond qui est là et qui veut lancer sa fusée. Ah bah non, mais tu rigoles, mais en fait la ligne LH2 elle est pas là, c'est pas grave, on voit quelqu'un là-dessus, bon, on aura une perte. Et je reprendrai le discours de la super intervention qu'on a eue, c'est pas une solution d'avenir. Voilà. Donc il faut caler ça. Mais ensuite, on a ce qui se rapproche le plus de la préparation du satellite. Parce qu'il arrive, certes, on voit la fusée, mais il y a le satellite. Il faut qu'il arrive. Le client, ça vaut des centaines de millions d'euros et peut-être fois le milliard, quoi. Donc il est un peu derrière, il regarde, il faut bien chouchouter, il faut le remplir comme il faut de carburant, il faut vérifier qu'il est opérationnel, parce que quand il sera là-haut, on n'envoie pas quelqu'un pour... au fait, va le réparer. Il va à des centaines, voire des milliers de kilomètres heure, dépêche-toi et tire à sa vitesse, c'est mort. Donc en ingénierie système, il faut que tout soit calé parce que tu ne vas pas aller le régler le truc là-haut. Donc, il y a plein d'éléments différents. Maintenant, on a des opérateurs en plus différents, des clients différents qui vont utiliser, qui vont avoir des besoins différents. Et donc, si on prend Planisware et qu'on dit, non, là, ton process, tu changes ta fiche. Là, on va juste changer le petit bloc, il ne se fait pas en 10 opérations, il se fait en 12, etc. Et à chaque vol, on aurait réinventé le truc. Parce que chaque truc aurait été différent. De faire ce travail avant, parce que maintenant, il est indispensable. On parlait de l'évolution du spatial européen. Il n'y a plus le choix. Il faut évoluer. On a encore les experts. On a un centre. On a plein de choses où on peut le faire. Il ne faut pas rater. Parce que sinon, après, s'il n'y a plus de vols commerciaux, je ne sais pas comment on va financer les vols non commerciaux. Donc, on est obligé de s'y mettre. Et donc, on aurait changé ça une fois pour planificateur. Et puis, un mois avant, on lui aurait rechangé des trucs. Et puis, on aurait imprimé les trucs. Enfin, bref, ça aurait été impensable, surtout que la planification est la base de tous les ordres de travaux. Sur place, pas de FASO, pas de boulot. La FASO, c'est une fiche.
qu'on donne à quelqu'un qui doit intervenir, où il y a tout, déjà il y a son autorisation et ce qu'il doit faire. S'il n'a pas cette fiche-là, qui est issue de la planification, il n'y a pas de boulot. Bah, s'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de maintenance, il n'y a que dalle, quoi. Donc, c'est au lieu de le faire en mode un peu fatigant, redondant, et ça aussi pour les planificateurs, pour les responsables techniques, etc., c'est assez agaçant parce qu'ils se disent non, mais ça fait 30 ans que je l'ai fait voler, pourquoi tu me changes ça tous les jours? Eh bien, il a vu que on passe en mode service, que là vraiment ça a changé. On est passé par là. Il y a des choses qui sont déjà rencontrées et qui fonctionnent. Il y a des choses à améliorer. Et en complément, c'est qu'évidemment, on a voulu présenter ce thème parce qu'on avait vu les autres thèmes. C'est pas contre l'IA, c'est avec, en complément. Mais il y a des éléments humains qui sont indispensables. Et c'est pour ça qu'on a fait un complexe depuis Kourou. C'est ceux qui sont à Kourou qui connaissent le mieux. Alors après, on peut, ceux de Paris, ceux de Toulouse, etc., peuvent apporter leur pierre à l'édifice, mais si on n'a pas des gens sur place, on ratera les signaux faibles, on ratera les non-dits, sur aussi des choses qui ont été dites sur les autres réunions, et donc c'est vraiment indispensable. Et donc si on veut faire passer jusqu'à une trentaine de lancements par an et qu'à la fin, on n'ait que des succès, on travaille sur énormément de choses. Le CNES est à la pointe là-dessus pour que, allez, quasi tous les mois, en tout cas pour Ariane 6, on ait ce qu'on va vous passer à l'écran. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on est ouvert aux questions, que ce soit à moi et aux Kouroussiens qui sont encore connectés. Donc, juste pour ceux qui étaient un peu loin, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était le 30 avril de cette année. Donc, le 7e lancement Ariane 6 et le 2e pour la campagne Amazon Leo, qui est le concurrent de Starlink, si je simplifie très vite. Merci pour cette présentation très intéressante. Je voulais savoir si vous en profitiez aussi dans ce travail pour harmoniser, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs opérateurs, etc. Une espèce de standardisation aussi, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi ils font les choses différemment alors qu'ils ont le même support, je suppose, de lancement, etc. Et donc, est-ce que cet effort-là est visible aussi au niveau de vos travaux et comment vous procédez? Je vais répondre pour l'interne pour commencer. Donc, on essaie effectivement au maximum pour tout ce qui est le fonctionnement interne, de rendre ça standard et d'être force de proposition pour le CNES de porter ses propositions. Par contre, après, pour la suite. En fait, oui, très clairement, si on veut gagner en efficacité, il faut absolument qu'on arrive à standardiser. Alors, je vais reprendre le mot du processus, même si on essaie d'avoir une approche service, mais de standardiser le fonctionnement du processus pour que, quel que soit l'opérateur qui soit servi, on ait quand même des points de mesure pertinents afin de contrôler la performance de la planification de manière générale. Et ça va être important de structurer d'un point de vue externe ce service de planification qui sera un des services proposés par le CNES CSG auprès de l'ensemble des partenaires de la base. Dans le but d'arriver à poser un mode de fonctionnement similable à un mode aéroportuaire qu'on peut connaître par exemple avec Aéroport de Paris en Hexagone.
Merci beaucoup. Je travaille dans le monde spirituel et parfois on dit c'est pas un rocket science. Bah, du coup, chez vous, c'est vraiment un rocket science. Merci beaucoup, c'est très inspirant. Et vous avez bien parlé des gens qui font les choses depuis 30 ans à certaines façons et après on dit bah, il faut faire différemment. Ce que ça arrive dans mon boulot. Est-ce que vous avez des astuces comment se fait transformer ces gens qui disent bah, depuis 30 ans, il n'y a pas de souci, bah, tu es qui? Pourquoi tu arrives avec tes propositions? La première chose, c'est de les faire parler. En général, à force de présenter leur propre manière de travailler, ils vont expliquer aussi ce qui ne va pas selon eux ou ce qu'ils aimeraient voir changer. Et il faut attraper ces éléments de changement pour dire bah, tiens, regarde, est-ce qu'on pourrait pas ou est-ce que ce serait pas bien d'eux? Et dans ces cas-là, eux ont l'impression que ça vient d'eux-mêmes de transformation de métier pour que ce soit mieux pour eux. On peut arriver avec la bonne solution, mais si on dit bah non, mais moi je sais mieux que toi, évidemment, la personne qui fait ça depuis 30 ans ne va pas aimer. Et donc, à partir de là, il faut aussi leur présenter le contexte, bien communiquer. Si on a un technicien qui, lui, ne voit que sa machine et qui ne comprend pas les enjeux du marché ou la concurrence ou les nouvelles possibilités, bah, il ne va pas comprendre d'où ça vient. Par contre, si on lui dit, bah, tiens, moi, je vais te présenter, moi, aujourd'hui, les enjeux que j'ai, comment toi, tu verrais à ce qu'on résolve cela? Si la personne est de bonne composition, on arrive forcément à des compromis. Peut-être pas la solution idéale qu'on imaginait, mais certainement une première étape pour aller dans ce sens-là. Je vais donner un élément de contexte, prendre un petit peu d'altitude pour que vous compreniez mieux en fait le contexte des efforts de l'architecture d'entreprise et les difficultés qui ont pu être rencontrées dans le partage de cette initiative. C'est que le CNES CSG, historiquement, lance des fusées. C'est le run. Le build, le projet, ce n'était pas à la charge du CNES CSG de le faire, c'était à la charge d'une autre direction du CNES. Donc, il faut bien comprendre que les populations avec lesquelles on est en interface doivent vraiment changer de mindset. On doit les accompagner parce que on doit arriver, malgré tout, à faire des projets par nous-mêmes. Et ça fait partie des enjeux que le CNES CSG a devant lui pour les années à venir. Et donc, c'est bien de leur dire, bah, avant, vous étiez que client des résultats qu'on livrait. Aujourd'hui, maintenant, vous décidez de votre futur. Et donc, il y a, on va dire, forcément des naïvetés, mais aussi par l'expérimentation, les proof of concept, de dire, bah, tiens, je n'ai pas les arguments de te dire que je ne suis pas d'accord, faisons un essai. Et mesurons. Comment mesurer ton idée est la bonne ou la moins bonne? Je te propose de voir et on voit ensemble à X temps. Tout n'est pas possible par ces moyens-là, mais on peut, comme cela, démontrer et avoir des bonnes surprises parce qu'il y a des solutions qui ne sont pas aussi optimales dans la réalité qu'elles l'est dans un bureau ou sur une feuille Excel. Et donc, à passer par ces étapes de proof of concept peut aussi amener à corriger le tir et à amener des solutions plus pertinentes pour la réalité. Et un élément complémentaire qu'on peut donner, alors qui a été appliqué ici, mais aussi au-delà de ce projet-là, c'est que là, il y a une refonte majeure à faire. Donc, c'est l'opportunité de changer des choses. Alors, changement, ça fait peur, donc il faut la conduite du changement. Maintenant, autant il y a des choses où les gens sont ancrés, vont avoir du mal à changer, ne serait-ce aussi parce qu'ils peuvent aussi avoir l'impression de perdre leur utilité. Oui, mais si j'écris tout, je sers à quoi? On peut me remplacer. Donc ça, il ne faut pas l'occulter. Parce qu'en vrai, si elle n'est pas là, c'est mort. On ne fait pas décoller les fusées. Donc il faut qu'elle rentre dans le projet. Mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas changées parce que on les fait décoller, les fusées. Oui, mais moi, ça m'ennuie de faire ceci, cela, c'est chiant, je trouve ça nul. Et c'est aussi l'opportunité de trouver ce genre de choses pour que ce soit des compromis. Et que quelque chose qui l'embête peut-être depuis 5 à 10 ans, ça, on l'enlève. En revanche, ça sera forcément du compromis. Là, on n'est pas dans la bienveillance 100%, mode bisounours, où si on parle aux gens, tout va bien, et on dira oui à tout ce qu'ils disent. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais le compromis et la compréhension de ceux qui travaillent pour savoir pourquoi ils font ça. Et l'avantage, et là je reprends sur les données spatiales et CNES, c'est que vous avez des gens qui adorent ce qu'ils font. Quand ils racontent qu'ils font des collets diffusés, ça fait des paillettes dans les yeux, etc. Donc, ils ont toujours envie que ça réussisse. Et évidemment, ce changement, il fait peur. Et puis, il y aura des choses qui vont les agacer, pour ne pas dire autre chose. Mais en leur donnant du sens et en trouvant cette partie d'opportunité de
compromis et de voir, et puis en plus, si ça se trouve, ce qu'il dit, on est entièrement d'accord, on ne l'avait pas vu, tant mieux. Parce qu'en plus, ça améliore le process, ça améliore le côté service, et en plus, ça lui enlève une épine dans le pied. Il y a des épines, malheureusement, on va lui dire, ça, tu le gardes. En revanche, on l'a inclus dedans, il comprend le sens, et parce que c'est des experts techniques qui font ça depuis longtemps, c'est leur passion, quoi. Alors, pas tous, hein, on ne va pas non plus le mode bisounours, mais beaucoup, c'est vraiment leur passion, ils ont envie que ça marche. Et de manière plus générale, à part dans certains cas de gestion de projet très particulière, moi j'en ai pas trop rencontré heureusement, il y a des intérêts divergents parmi les parties prenantes. Il n'y a aucune partie prenante qui a un intérêt à ce que le projet se plante. Donc à un moment donné, il faut trouver des solutions. Et donc ça passe par des compromis et la prise en compte des besoins, même si bien évidemment, il y en a qui ne seront pas contents. Et ben, faut les gérer. Je ne dis pas qu'il faut les mettre de côté, il faut les gérer. Mais malheureusement, on ne prendra pas leur liste au Père Noël pour dire ça va être bon, quoi. Un argument qui marche pas mal, c'est quelqu'un vous dit je ne veux pas tout écrire sinon je ne sers à rien. C'est qu'on lui répond si ce n'est pas écrit, ce n'est pas compris. Et si ce n'est pas compris, ce n'est pas valorisé. Et si ce n'est pas valorisé, ils s'en passeront. Bonjour, merci pour cette présentation. C'était très excitant. Petite question, on dit souvent et on voit souvent que les transformations ont un coût pour les organisations, avec de légères pertes d'efficacité, souvent pendant les phases de transition. Comment vous avez réussi à maintenir justement les activités opérationnelles, les plannings de lancement, tout en transformant et donc sans impacter l'efficacité de votre organisation? C'est effectivement un compromis qui est difficile à trouver et c'est pour ça que je racontais, on a essayé d'avoir des renforts. Et ces renforts, en fin de compte, ça a été compliqué. On s'est rendu compte qu'un renfort n'est pas forcément la bonne manière. Enfin, disons que ça a ses limites. Et donc là, c'est surtout d'adapter la vitesse. Il y a une limite sur la vitesse à laquelle on peut effectuer ces transformations. On ne peut faire, dans notre cas, qu'à la vitesse où on a la disponibilité des équipes opérationnelles. Ça vaut pour les équipes de planificateurs comme pour le client. Là, en ce moment, le client est en train d'enchaîner des campagnes de lancement. Je peux littéralement le voir au repas à midi. Et donc, forcément, ça ralentit la transformation. Mais c'est à prendre en compte et c'est à anticiper. Et à partir de là, il faut prendre la mesure de ces choses-là et surtout différencier. Donc, on avait listé à peu près une quarantaine de changements de macro-actions. Sur ces macro-actions, on a listé ce qui était des gains internes. Forcément, on a identifié avec des outils, avec des scripts, tout ce genre de choses, qui peut être automatisé pour faciliter la vie du planificateur. Et c'est ça aussi qui les a fait gagner, c'est de leur dire, passez moins de temps à cliquer bête et méchant, à juste saisir, et plus de temps à maîtriser et à faire du retour d'expérience pour passer d'un simple exécutant à un vrai coordinateur. Et c'est en cela qu'on va apporter de la valeur et donc amortir le coût de la montée en cadence. Puisqu'on ne parle pas de nous de diminuer des coûts factuellement, mais bien de ne pas avoir à tripler le nombre de planificateurs pour lancer 3 fois plus. Parce qu'il y a ce que ça coûte. Non, mais c'est pour prendre l'autre question, c'est pour faire la transition. Il y a ce que ça coûte, mais il y a ce que ça. Il faut toujours le rapporter à ce que ça rapporte. Si moi, alors, on va dire que je suis dans un monde, un multivers, ça n'existe pas. On me dit si tu me donnes 1 000 euros, je t'en donne 2 000 demain. Et si, on va dire, c'est sûr, je le fais. En revanche, donne-moi 1 000 euros et puis on va voir ce que ça va en faire. Oui, mais c'est des coûts supplémentaires, c'était pas prévu, je ne préfère pas te les donner. Donc, il y a ça. Et aussi, juste pour conclure et pour faire un lien avec les autres présentations que vous ne savez pas, pour l'instant, il n'y a pas un grand monsieur qui a dit hop, il faut que ce soit prêt dans 3 ans. Politique qui. Voilà. Donc voilà. Non, mais il faut voir aussi les avantages qu'on a sur certains projets. Il y en a qui sont beaucoup complexes, mais il y a des avantages. Et celui-là en est un. Même s'il y a énormément de contraintes politiques. Parce que, évidemment, le Centre spatial européen, Ariane 6, est-ce que vous savez combien il y a de pays qui sont dans Ariane 6 ? 1, 6, 7, ouais. Et c'est combien ? 22, 23, 24 ? Enfin, une vingtaine, quoi. Donc c'est pas que c'est facile. C'est complexe, mais le constat est connu, il faut avancer, il faut prendre des décisions, et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc ça reste, voilà, s'ils ne se transforment pas, c'est foutu. Donc,
Merci pour la présentation. Moi, je vais avoir une question sur la transformation elle-même. Je me pose la question, pourquoi processus ou service, approche processus ou approche service, sachant que processus, on va dire, c'est au cœur de l'architecture d'entreprise et par rapport à ce que vous avez décrit, on va avoir besoin de processus, de procédures. C'est un secteur où il y a forcément besoin de ce genre de choses. Donc, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais je pense que ça vaut le coup de clarifier. Alors, c'est pas qu'on fait disparaître le processus, c'est qu'on ne le met pas à la même place. Pour parler architecture d'entreprise, c'est que ce n'est pas des processus qui servent des clients, mais des processus qui permettent d'animer des services, et ce sont ces services qui animent les clients. Et c'est d'éviter donc d'avoir une gestion de configuration permanente de ces processus avec des variantes à chaque opérateur, mais bien d'avoir un seul processus qui devient donc un élément interne pour animer ensuite ces services. Et ce sont ces services qu'on va gérer en configuration directement à l'engagement. Et ça, ce n'est pas un effort supplémentaire, puisque c'est déjà ce qui doit être fait entre le CNES et les opérateurs de lancement. Il y a ce besoin de contractualisation. Et donc, on fait juste de asservir un fonctionnement à ces services, plutôt que d'avoir un fonctionnement parallèle et d'avoir en permanence, pour parler concrètement, c'est d'avoir directement des engagements découlent les moyens engagés, et pas on a un service standard et on doit définir du hors forfait en permanence. Et ça, même ne serait-ce que dans le langage, on passe de vu ce que vous me demandez, c'est logique que j'engage ces moyens, à ah bah non, j'avais prévu qu'on soit sur une moyenne de temps, et à chaque fois, vous me parlez qu'on va dépasser de 10, 15, 20%. Voilà ce qu'est le changement entre processus et service. Fondamentalement, le planificateur, il aura toujours des modes opératoires à suivre, des instructions qui définissent les services, etc. C'est juste qu'on ne les met pas à la même place que ce qu'ils étaient auparavant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je regarde le timekeeper aussi, parce qu'on ne sait jamais. Non? Eh bien, je vais vous remercier de votre attention. Je vais remercier les Courroussiens. Juste histoire, parce qu'il y a eu des preuves que ce n'est pas une vidéo. Qui a gagné la finale de Roland-Garros? Alors, Bref. Ah, oui, voilà. Alors, qui ne s'est pas qualifié au barrage de top 14 alors qu'ils étaient favoris? Oh là là. Bordeaux. Voilà, c'est bon, j'ai eu peur. Allez, merci bien. Donc, je vais vous remercier. Merci, messieurs. Et pour remercier donc, Loïc, nous vous offrons donc un petit panier garni de toutes des spécialités. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, vous partagerez à Kourou, vous leur enverrez une partie. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Si vous voulez faire une photo, voilà, ça serait bien que si, voilà, plusieurs personnes viennent pour qu'on puisse faire une photo avec Loïc. Je t'en ramène en juillet. Voilà. Exactement. Est-ce que vous pouvez venir Juillet ou août? Ça va être août, mais août, on en reparle. Ok, je t'en garde un peu. Ok, je te ramène ça. Allez, si vous pouvez venir mettre derrière, juste derrière, allez-y. Voilà, la seule qui sera faite en visio en plus, ça peut être intéressant. Allez, à coup en plus, oui. Allez-y. Allez-y. Ah. Non, bah, Vas-y. C'était un événement d'avoir une liaison avec Kourou comme ça, c'était extraordinaire. Et qui a bien fonctionné en plus. C'était pas gagné. Hier, on a eu la liaison transatlantique qui est tombée. Ah d'accord. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.